déclaré, rien à déclarer. Tu poses tes questions mais j'ai rien à déclarer. C'est pas tes mensonges qui vont me faire te parler. Je sais ce que tu fais, c'est m'auto-incriminer. Tu m'as mis la presse et j'ai refusé de comparer. Le braquage dans l'os immédiat, tu t'as défait. Le combat c'est ma raison d'être, tant qu'à le courage et la fête. Dernière formation, autorisation de la... Bonjour et bienvenue dans Rien à déclarer. Aujourd'hui, nous recevons Maître Caro. Je m'appelle Delphine Caro, je suis avocate à Rennes depuis un certain nombre d'années maintenant. J'ai fait mes études à l'université de droit de Rennes. Très rapidement, en fait, je me suis tournée vers plutôt la matière pénale, avec beaucoup de défense en priorité. Et depuis quelques années maintenant, ça va faire 7 ou 8 ans, j'interviens pas mal dans la défense des manifestants, parce que j'avais un de mes associés, effectivement, qui avait ce type de dossier. Et puis voilà, de fil en aiguille, effectivement, j'ai commencé à en faire une part importante, en tout cas, de mon activité de défense. Moi, en fait, je trouve intéressant la défense des manifestants parce que, en fait, ça touche à des libertés publiques, la liberté de manifester, la liberté d'aller et venir, et que on est quand même face à des infractions qui, en général, justement, peut toucher à cette liberté de manifester. Et comme je suis assez attentive à l'état de droit, au fait que nos libertés individuelles doivent être préservées, c'est forcément un domaine qui m'intéresse plus particulièrement et peut-être sur lequel, effectivement, j'avais une sensibilité particulière. Après, j'ai fait le choix assez rapidement, et d'ailleurs, dans le cadre des plaidoiries, de pas forcément avoir une défense politique, c'est-à-dire, par contre, de ne pas avoir une défense où j'épouse la cause, en réalité, des personnes que je défends, mais plutôt vraiment la question plus large, en fait, des libertés individuelles, liberté de manifester, qui sont extrêmement importantes. Et je trouve que dans ces dossiers-là, c'est peut-être là qu'elles sont d'ailleurs le plus malmenées, parce qu'on est vite sur des interpellations de masse, qu'on est vraiment parfois sur des interpellations préventives aussi. Et c'est des affaires qui sont en plus juridiquement toujours très intéressantes d'un point de vue intellectuel pour nous, parce que il y a souvent, en tout cas, matière à pouvoir juridiquement soit contester la procédure. Et intellectuellement, c'est aussi c'est des procédures qui sont particulièrement intéressantes à travailler. Pour la défense des manifestants, on est confronté à plusieurs enquêtes, plusieurs types d'enquêtes et plusieurs types de procédures. Il va avoir, ce qui va être la majorité des cas, des enquêtes qui vont vraiment faire suite immédiate à une manifestation, avec des interpellations dans le corps ou en tout cas aux abords de la manifestation, et qui vont souvent être un peu des interpellations dans l'urgence, avec possiblement derrière des procédures urgentes, type comparution immédiate, ou en tout cas ce type de procédure. Dans ces cas-là, on est vraiment sur ce qu'on appelle les enquêtes de flagrance, c'est-à-dire qu'il y a une interpellation immédiate, un placement en garde à vue, et puis après on voit effectivement quelles sont les suites qui sont données par le parquet. On voit aussi que très régulièrement, il y a juste la garde à vue et puis ça s'arrête ensuite. Mais voilà, ça c'est la majorité des cas. Après, on est aussi saisi lorsque il y a ce qu'on appelle une enquête préliminaire. Là, il n'y a pas d'interpellation immédiate. Mais par exemple, il va avoir un certain nombre de dégradations qui vont être constatées, ou par exemple des fonctionnaires de police qui vont se plaindre de violences, et ça va nécessiter une enquête pour parvenir à l'identification, ou non d'ailleurs, mais en tout cas de la recherche d'identification d'individus. Et dans ces cas-là, on est sur un temps un peu plus long, avec possiblement des convocations cette fois-ci en garde à vue. Et donc voilà, il y a un peu ces deux types de procédures, même si la majorité des procédures, on est plutôt sur des procédures d'interpellation immédiate, de flagrance, et qui sont vraiment dans le temps même de la manifestation. L'avocat, il peut intervenir assez vite dans la procédure. Il peut intervenir dès le placement en garde à vue, c'est-à-dire qu'au moment du placement en garde à vue, la personne gardée à vue, elle a le droit de faire appel à un avocat, soit l'avocat de son choix. Donc moi, ça m'arrive d'être appelée vraiment dès le placement en garde à vue, la notification des droits et donc l'appel à un avocat.
Après, si ça n'a pas été le cas, par exemple, à ce stade-là, ça peut être un petit peu plus tard dans la garde à vue, parce que si la garde à vue est prolongée au bout de 24 heures lors de la prolongation, à nouveau, c'est aussi un droit de faire appel à un avocat. Donc là, à nouveau, elle peut m'appeler. Et puis, il va avoir après d'autres temps. C'est-à-dire que si, à l'issue de la garde à vue, il y a un déferment devant le procureur de la République, on renotifie à la personne son droit de solliciter un avocat. Ça peut être à nouveau le cadre de mon intervention. Ou alors, la personne, elle va pouvoir ressortir libre avec une convocation dans un délai cette fois-ci plus long. Ça s'appelle une COPJ, une convocation par officier de police judiciaire. Et dans ces cas-là, il y aura certes beaucoup plus de temps, mais à ce moment-là, on pourra être aussi sollicité pour intervenir. Quand l'avocat intervient en garde à vue, forcément, il peut avoir une différence de point de vue dans mener une stratégie. Chaque avocat a sa stratégie et sur lesquelles moi, j'ai pas forcément de regard critique à apporter. C'est vrai que moi, ma façon de travailler, c'est plutôt quand je sais pas ce qu'il y a dans un dossier, de plutôt défendre justement le droit de se taire, parce que faut bien savoir que en garde à vue, au moment du placement en garde à vue, nous avocats, on n'a pas accès au dossier. Le seul document auquel on a accès, c'est la notification du placement en garde à vue avec l'infraction qui est susceptible d'être reprochée, et puis les différents droits qui ont été notifiés, ce qui a été exercé, ce qui a eu droit à avoir un médecin, etc. Donc c'est vrai qu'avec cet unique document, on n'a pas beaucoup d'éléments, et de mon point de vue, je conseille de plus en plus, mais dans même tous les domaines, pas forcément dans les domaines propres à la question des manifestations, d'exercer ce droit au silence, tant qu'en fait, en réalité, on n'a pas accès au dossier et qu'on ne sait pas quels sont les éléments, et ça me semble être quelque chose de juste. Dans la mesure du possible, c'est toujours intéressant de potentiellement avoir déjà un avocat avant d'être placé en garde à vue ou d'avoir déjà une idée de ce qu'on veut faire. Ne nous regardez pas! Rejoignez-nous! Ne nous regardez pas! Plusieurs conseils sont effectivement donnés un peu en amont des potentielles interpellations sur la conduite à tenir en garde à vue, avec justement cette question du droit au silence qu'on a évoqué. Et il y a la question effectivement du refus systématique de donner ses empreintes et puis aussi toute la question, les photographies, l'ADN, etc. Alors, ça, c'est un sujet qui est plus délicat parce que le rien à déclarer, c'est un droit. Le fait de refuser de donner ses empreintes, de se prêter aux photographies et de donner son ADN, c'est une infraction. Avec naturellement du pour et du contre dans cette position qui peut être systématique, dans le sens où, par conviction, j'entends parfaitement que toutes ces empreintes, etc., vont venir nourrir des fichiers, alors qu'on sait quand même qu'il y a un certain nombre de gardes à vue qui se soldent par aucune poursuite derrière, et n'empêche qu'à chaque fois, les empreintes, etc., auront été prises, auront fourni ce fichier, et on sait que c'est pas forcément simple d'obtenir la suppression de ces fichiers. Donc, de ce point de vue-là, moi, je peux l'entendre, cette question du refus qui est opposée. Après, on va dire que le point qui est plus négatif, c'est que, comme c'est constitutif d'une infraction, globalement, ça ouvre souvent un droit pour le ministère public de prolonger la garde à vue parce qu'on a une nouvelle infraction à notifier et donc on refait partir un délai. Donc des gardes à vue qui quand même parfois sont plus longues par ce refus. Et moi, le point négatif que je pourrais y voir, c'est que, en fait, ça ouvre la porte aussi à des poursuites. C'est-à-dire que parfois, les dossiers sont tout de même vraiment très fragiles sur l'infraction initiale qui était reprochée. Parce que, comme je disais, il y a l'urgence, il y a l'interpellation en flagrance. Dans le cadre de la manifestation, une fois sur deux, on n'a pas les bons éléments, les fiches de mise à disposition sont pas forcément bien remplies, etc. Et l'infraction principale, on le voit, va souvent tomber. Il va y avoir beaucoup de relax pour les infractions principales, mais il restera toujours finalement cette infraction de refus, de signalétique, on va l'appeler ça de façon plus générale. Pas être trop pessimiste. Il y a un certain nombre de relax qui sont tout de même obtenus justement sur ces refus, notamment quand on n'a pas vraiment les éléments dans le corps de la garde à vue qui vient matérialiser ce refus. Et puis, il y a surtout cette importance, en réalité, de ne pas refuser, mais d'opposer plutôt son droit au silence ou en tout cas d'être plutôt sur une posture de rien à déclarer
pour ne pas en fait matérialiser complètement le refus. Même si pour l'instant le rien à déclarer est quand même souvent assimilé par les juridictions, en tout cas de première instance, par un refus. Mais enfin, il est assimilé à un refus. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui peut peut-être d'ailleurs évoluer. Et puisqu'on se dit que sur la proportionnalité, au fur et à mesure, on a quand même réussi à faire avancer un certain nombre de choses, puisque l'ADN est plus sollicité systématiquement lors des gardes à vue, peut-être qu'on obtiendra la même chose s'agissant de la signalétique. Il y avait eu un débat qui avait été assez intéressant et qui avait été mené notamment par le bâtonnier en exercice en 2023. C'est justement sur la question de la prise d'empreinte forcée. En fait, l'article 55-1 du Code de procédure pénale permet effectivement, dans un cadre très précis, de pouvoir obliger, entre guillemets, enfin pas obliger, de contraindre en tout cas la personne qui refuse de donner son identité et qui refuse de donner ses empreintes à les prendre sous la contrainte, sous la force. Ça avait été un vrai sujet et d'ailleurs, pour l'instant, ça n'a pas été de nouveau appliqué, en tout cas à Rennes, voilà, parce que ça obéit quand même à des règles très précises. Il faut que ce soit une infraction qui est susceptible de faire encourir une peine de plus de 3 ans d'emprisonnement. Il faut évidemment l'accord du procureur de la République. Il faut que ce soit l'unique moyen de parvenir à l'identification de la personne. Et il faut la présence d'un avocat. Le commissariat de police à Rennes, avec l'accord du parquet, avait essayé de mettre ça en place au moment notamment de la répression des manifestations. Il me semble que c'était plutôt dans le cadre des retraites. Et le bâtonnier qui était en exercice à ce moment-là avait décidé de suspendre toutes les commissions d'office en considérant que l'avocat ne devait pas être un moyen de venir légitimer cette procédure et que c'était un peu un dévoiement de la procédure dans la mesure où ces procédures-là, elles ne faisaient pas forcément l'objet de poursuites derrière, que ça ne remplissait pas les cadres, les critères légaux que je vous ai évoqués, notamment qu'il y avait sans doute d'autres façons de parvenir à l'identification d'un individu et que si c'est une possibilité textuelle, parce que c'est une vraie possibilité de prendre les empreintes sous la contrainte, en tout cas, ça ne devait pas s'appliquer à ce type de contentieux, on va dire la poursuite des infractions dans le cadre, commises ou non d'ailleurs dans le cadre de manifestations, parce que ça rentrait pas dans les critères légaux. Et donc il y a eu à un moment une sorte de rapport de force entre la bâtonnière, d'ailleurs je dis le bâtonnier, mais la bâtonnière de l'époque, qui a arrêté de désigner des avocats. Et pour le coup, on n'a pas eu de nouveau, sauf erreur en tout cas, on n'a pas eu de nouveau de prise d'empreinte forcée depuis cette date dans la pratique à Rennes. Je sais que ça se fait dans d'autres départements par contre et dans d'autres régions, surtout pas mal en Île-de-France. Mais en Ille-et-Vilaine, à nouveau, on est relativement épargné, en espérant que ça ne donnera pas des idées. Les avocats, en réalité, ont fait assez peu grève. Il y a peu de manifestations d'avocats. C'est quand même arrivé à plusieurs reprises qu'ils puissent avoir notamment des prises de position comme ça de l'ordre des avocats, de dire « moi, j'arrête ». En fait, un bâtonnier, une bâtonnière, peu importe, qui arrête de désigner d'office, clairement, elle paralyse la chaîne pénale. Parce que la chaîne pénale, elle fonctionne quand même énormément à la procédure d'urgence, avec des avocats obligatoires, comme je le disais, à un certain nombre de stades. On parlait des déferrements tout à l'heure. Un déferrement ne peut pas se faire sans un avocat. Et si il n'y a pas d'avocat commis d'office qui se présente, la procédure ne peut pas se faire. Donc en fait, en arrêtant de désigner des avocats, on paralyse toute la chaîne pénale. On grippe la chaîne pénale et c'est quand même un moyen assez efficace pour justement, quand il y a vraiment quelque chose qui semble injuste ou en tout cas un détournement. Parce que je pense que là, c'était vraiment l'idée du détournement de l'idée de cet article et que cet article-là qui permet la prise d'empreinte forcée, avait pas vocation en fait à s'appliquer à des délits qui pourraient être commis dans le cadre des manifestations. Donc oui, ça arrive. C'est arrivé il y a quelques années sur la question des. Alors j'ai plus trop le débat en tête, mais sur la question des CRPC aussi, de la procédure qui avait été mise en place, CRPC, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, et sur le fait que les personnes
absente ait été jugée tout de suite dans la foulée. Enfin, voilà, il y a parfois comme ça des débats qui peuvent s'instaurer, et donc effectivement un rapport de force qui peut se créer. Après, qui est usé avec parcimonie, parce que si à chaque fois qu'on n'est pas d'accord, effectivement, le bâtonnier décide de ne plus désigner, bon, forcément, peut-être que c'est moins efficace. Mais de temps en temps, en fait, ça arrive ponctuellement, quand vraiment il y a une inquiétude sur quand même la défense des droits, l'état de droit, et puis ce côté un peu détournement du sens de la procédure. Et donc c'est un moyen qui est assez, je pense, qui est assez efficace. Et puis ça fait naître une discussion entre le procureur de la République et puis le représentant effectivement des avocats, en l'occurrence le bâtonnier, pour essayer d'arriver à quelque chose qui soit satisfaisant pour tous. La mesure de garde à vue, actuellement, de toute façon, elle a un préalable obligatoire. Donc, de toute façon, on passe forcément par une mesure de garde à vue avant d'éventuelles poursuites. Après, c'est quelque chose, effectivement, qui est un outil de poursuite qui est extrêmement efficace, parce que pour plein de personnes, effectivement, parfois sur des dossiers qui vont être assez faibles sur un terrain probatoire, le placement en garde à vue, effectivement, peut faire peur. Il y a une situation d'isolement qui crée en fait de la vulnérabilité. Et puis, il y a ce côté, même s'il y a des délais légaux, etc., on ne sait pas combien de temps ça va durer. Une nuit dans les geôles de garde à vue, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus agréable. Et je pense que c'est un euphémisme. Et surtout, il y a quelque chose qui est compliqué dans la garde à vue, c'est que même si elle est injuste, cette garde à vue, elle ouvrira jamais le droit à indemnisation. Vous avez plein de systèmes, par exemple, de réparation a posteriori pour les gens qui, par exemple, ont été incarcérés à tort. Si à la fin ils sont relaxés, s'il y a finalement un non-lieu, qu'il n'y a pas de poursuite, etc., ils pourront demander réparation mais même pour un jour de détention provisoire, par exemple. Alors que la garde à vue, qui peut durer 24, 48, parfois même un peu plus, quoi qu'il arrive, même si à la fin, il n'y a même pas de poursuite, la personne va ressortir et terminé, bonsoir, et il n'y aura pas de recours possible en disant qu'elle était injuste, que ça a été une privation arbitraire de sa liberté. Et donc c'est vrai que là-dessus, il y a quand même peut-être un cheminement qui devrait être fait, et peut-être une avancée aussi législative qui devrait être faite. À la sortie de garde à vue, s'il y a un déferrement, il y a quand même un effet tunnel. Il y a quelque chose qui est de l'ordre, la garde à vue se termine. Si c'est une toute première garde à vue, déjà la personne est quand même effectivement... l'isolement qui fait que le seul interlocuteur, c'est dans un premier temps les fonctionnaires de police ou l'avocat. Mais l'avocat, c'est assez limité, parce que c'est une demi-heure toutes les 24 heures. Et là, quand on explique effectivement que ça va être un déferment devant le procureur de la République, avec un vocabulaire qui, en général, quand on est novice du droit, entendre les mots gardé à vue, déferment, débat contradictoire, comparution immédiate, placement en détention provisoire, c'est des choses qui sont quand même assez obscures pour quelqu'un qui n'a ni l'habitude, ni en tout cas le vocabulaire habituel. Dès qu'il y a déferment, on prend le risque effectivement qu'il y ait des mesures de contrainte qui soient prononcées. Il y a plusieurs types de procédures, on les a vues, les comparutions immédiates. Il y a aussi les convocations avec mise sous contrôle judiciaire. Donc les contrôles judiciaires, c'est pas de la détention, mais effectivement, c'est respecter un certain nombre d'obligations d'interdiction. Ça peut être assez contraignant d'ailleurs, un contrôle judiciaire. Donc dans ce cadre-là, dès qu'on parle de mesures de contrainte, le but va naturellement de s'y opposer, ou en tout cas de les alléger le plus possible. Et donc pour ça, nous avocats, on va avoir besoin de garantie de représentation. Garantie de représentation, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va donner suffisamment d'éléments, soit au tribunal, si on est en comparution immédiate par exemple, soit au juge des libertés de la détention, pour leur assurer quant au fait que la personne prévenue ne prendra pas la fuite, qu'elle se présentera à son jugement. Et donc, quand on parle de garantie de représentation, en général, c'est des pièces qui sont, par exemple, une quittance de loyer pour montrer qu'il y a une adresse fixe, que s'il y a quoi que ce soit, cette adresse, c'est l'adresse déclarée à laquelle on peut trouver la personne.
Si elle est étudiante, c'est toujours intéressant d'avoir l'inscription, la carte d'étudiant, pour effectivement évoquer la situation personnelle de l'intéressé. Si la personne travaille, ses bulletins de salaire, il n'y a pas besoin de remonter sur très longtemps, mais avoir, on va dire, 2-3 bulletins de salaire. Quand on n'a pas de quittance de loyer, des factures EDF, ça peut, factures d'électricité, des choses comme ça, ça peut être utile. Et c'est vrai que ça, c'est des éléments qui, pour nous, sont utiles vraiment à avoir et à produire pour pouvoir justement combattre une détention provisoire, puisque dans les critères justement du placement en détention provisoire, il y a justement ce risque de soustraction à la justice, et que si on a ces garanties-là en amont, déjà ça fait, on va dire que ça fait un critère en moins, ça permet de pas pouvoir utiliser ce critère-là pour la détention provisoire. Et pour des contrôles judiciaires, ça sert aussi parce que quand par exemple vous allez avoir des demandes de contrôle judiciaire avec interdiction de fréquenter tel endroit, etc. Si on a les éléments notamment de un peu de vie de la personne prévenue, où est-ce qu'elle est amenée à se rendre chaque jour, etc. Ça permet de pouvoir aussi adapter au mieux les obligations ou interdictions qui pourraient être faites. Sur la question systématique du rien à déclarer, vraiment, moi je le dis de façon très transparente, je pense que je l'utilise de plus en plus, et c'est parce que j'ai aussi vu les résultats positifs que ça pouvait avoir. Je pense qu'il y a quelques années, j'étais moins... c'est pas que j'étais moins favorable parce que ça reste l'exercice d'un droit, donc forcément j'y suis favorable, mais en fait j'avais peut-être plus de mal, et je le dis, dans la systématisation, en fait, d'avoir une position qui est toujours la même. Et je me disais toujours, en fonction des situations, il faut apprécier, etc. En fait, ça, c'est revenu, vraiment, ça m'a amené à réfléchir, parce que j'ai même pas en tête une seule situation où je me suis dit que ça aurait été mieux de pas exercer son droit au silence, donc c'est que c'est plutôt très bénéfique. En fait, nous, on peut apporter un éclairage juridique, mais de toute façon, à la fin, c'est pas nous qui étions en position d'être jugés. Et donc, forcément, la discussion, d'avoir quelqu'un qui n'est pas que dans vous me dites ce que je vais faire et je ferai... je ferai ce que vous me conseillez. C'est intéressant aussi parce que ça fait naître de la discussion. Et oui, je pense que j'ai pas... c'est vraiment l'exercice... Là, je vous dis l'exercice du droit au silence qui me vient, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai constaté. Je suis persuadée peut-être qu'il y a d'autres choses où je me suis dit que ça avait été opportun. Peut-être notamment des refus de CRPC où je me disais, je sais pas si est-ce que c'est pas un risque, et puis finalement à la fin on a réussi à obtenir une relaxe. Donc je me disais si, c'était bien d'y aller. Quand je parlais de l'intérêt intellectuel aussi des dossiers d'infraction commis dans le cadre des manifestations, c'est que des échanges qu'on peut avoir, ça nourrit notre réflexion. Je trouve qu'il y a toujours un côté un peu challenge et tout ça que je trouve intéressant. Et sans doute qu'il y a des arguments juridiques qui nous ont été proposés, auxquels on n'avait peut-être pas forcément pensé, et qui était hyper intéressant. Et donc, pour nous, c'est très riche aussi. Et forcément, après, on les adapte juridiquement. C'est pas forcément l'argument initial qui peut être repris, mais en fait, de l'argument, en fait, en nous posant toujours plein de questions, mais est-ce que ça c'est normal, est-ce que ça c'est normal, etc. Et ça amène une réflexion de se dire, mais ça peut-être qu'on pourrait aller sur cet angle-là, et d'obtenir du coup un résultat juridique peut-être auquel on n'aurait pas initialement, en tout cas dans la construction initialement pensée. Sur la question des droits de la défense, c'est vrai qu'on a tendance, à mon avis, à aller vers une amélioration. Moi, quand j'ai commencé à exercer, l'avocat n'était même pas présent lors des auditions. Je pense que ça change vraiment beaucoup de choses. Je pense même... J'espère, mais je pense même que peut-être on finira par avoir accès au dossier dès le stade de la garde à vue. Je pense que c'est quelque chose vers lequel peut-être on arrivera à tendre, parce que, en tout cas, le droit européen est plutôt même en avance sur la France au niveau droit de la défense, respect du contradictoire, etc. Et donc, de ce point de vue-là, s'il faut être positif un peu, je pense qu'on a des améliorations. Par contre, ce qui est certain, c'est que oui, les droits de la défense sont sans doute bien respectés de plus en plus, etc. Mais par contre, après, sur la constitution des infractions et sur la pénalisation des infractions et sur les peines qui sont prononcées,
clairement, on est sur une beaucoup plus grande sévérité. Enfin, moi, c'est mon constat. Les peines prononcées sont de plus en plus sévères. Les moyens pour parvenir à la démonstration de la vérité sont de plus en plus pointus. On le voit maintenant là avec l'utilisation des drones, etc. Avec même beaucoup de choses qui sont de plus en plus autorisées dans la recherche des moyens de preuve, avec de plus en plus de pouvoir aux officiers de police judiciaire sur le champ de leurs compétences, mais aussi sur les moyens techniques qui sont les leurs pour parvenir effectivement à soit démontrer une implication, soit chercher à identifier. Et donc ça fait que globalement, même si peut-être d'un point de vue des droits de la défense, les choses sont on a du mieux, d'un point de vue général, moi je trouve quand même qu'aujourd'hui, on a des décisions effectivement qui sont de plus en plus sévères, et je trouve que ça devient de plus en plus difficile aussi de trouver des moyens pour combattre les moyens de preuve qui sont opposés, etc. Après, vraiment je trouve que la question des infractions qui sont susceptibles d'être reprochées là dans le cadre des manifestations et la défense plus générale manifestants-manifestantes, c'est peut-être encore presque la seule parenthèse qu'on a où je trouve qu'on arrive juridiquement à pouvoir démontrer des choses. C'est encore les seules procédures, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est des procédures qui sont faites très rapidement, dans lesquelles on a encore, je trouve, des moyens de droit pour réussir à démontrer que la culpabilité n'est pas établie, à démontrer que les règles de procédure n'ont pas été respectées. Et c'est encore, je trouve en tout cas, le domaine dans lequel on arrive encore à avoir des résultats qui sont conformes aux règles juridiques. Et voilà, c'est l'espoir qu'on peut y mettre en tout cas. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Spotify, Deezer et SoundCloud. Suivez-nous également sur Instagram pour ne rien manquer. N'hésitez pas à le partager autour de vous et merci pour votre soutien.